Étienne Gonin. Bonjour. Vous êtes coordinateur du projet Jumpstart, vous allez nous expliquer rapidement ce que c'est, au programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est ce programme Jumpstart? Le programme Jumpstart, alors en anglais, ça veut dire démarrer une voiture à partir d'une batterie d'une autre voiture. Sans que ce soit une traduction littérale, je dirais un démarrage en trombe. Et c'est en fait pour aider le transfert vers de nouvelles technologies dans les pays en développement. Des technologies qui à la fois protègent la couche d'ozone et bénéficient au climat. Oui, voilà, parce qu'on verra justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'un bénéficie à l'autre. Alors aujourd'hui, au-delà de la diffusion du message de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, la Journée mondiale de l'ozone, c'est la fête finalement dans de nombreux pays. Oui, dans tous les pays, on organise des événements et c'est particulièrement suivi dans les pays en développement afin justement de sensibiliser et en particulier envers les enfants. C'est vrai qu'il y a tout un effort qui est fait au niveau des écoles pour, par exemple, des concours de dessin, ce type d'événements. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sensibilisés dans les écoles ou dans leur travail, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que représente la couche d'ozone et à quoi elle sert? Alors en fait, il y a une image que justement est évoquée par un de ces dessins qui a été fait dans le passé pour une compétition pour le programme des Nations Unies sur l'environnement, qui montre une Terre, un globe terrestre avec un grand parasol au-dessus. Et je trouve que l'image est bonne, c'est-à-dire que cette couche d'ozone protège la Terre en filtrant les rayons du solaire, les rayons solaires qui pourraient être les plus dangereux, ce qu'on appelle les ultraviolets de type B. UVB. C'est une couche qui a entre 10 et 16 km au-dessus de la Terre. Voilà. C'est au niveau c'est assez fin, c'est au niveau de la stratosphère. La concentration effectivement en ozone par rapport au reste de l'atmosphère est assez faible, mais elle est très utile comme je l'ai présenté tout à l'heure. Et donc cette stratosphère en fait c'est la partie haute de l'atmosphère, c'est-à-dire comme vous le disiez entre 10 et 50 km à peu près. Ah, 50 km, d'accord. Mais elle se situe, la couche d'ozone se situe en bas de la stratosphère. Voilà. Et donc ce sont des gaz qui, comme vous le disiez, limitent la pénétration des rayons ultraviolets. Donc en gros, s'il n'y a pas de couche d'ozone, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus de couche d'ozone. S'il n'y a plus de couche d'ozone, ces rayons ne sont plus stoppés au niveau de la couche d'ozone et atteignent la surface de la Terre, ce qui est dangereux pour la santé humaine. Par exemple, on peut citer le cas de cataracte et également de cancer de la peau. Donc c'est dangereux pour les hommes. Les États-Unis ont fait une étude récente pour montrer justement tout ce qui avait été évité en termes de cataracte et de cancer de la peau. C'est des millions de personnes qui ont pu éviter, à partir de maintenant et jusqu'en 2100, d'être touchées par ces maladies. Oui, alors éviter, parce que justement il y a une inquiétude qui est née, on en a beaucoup parlé à l'époque, liée à la formation d'un trou au-dessus de l'Antarctique, découvert donc au milieu des années 70. Alors où en est ce fameux trou aujourd'hui? Alors le trou a plutôt été découvert dans les années 80, mais effectivement le problème a été identifié dès les années 70. Le processus de fragilisation. Tout à fait, on a pris conscience effectivement de la destruction importante de la quantité d'ozone au-dessus de l'Antarctique à partir milieu des années 80, une étude britannique qui a été faite à ce moment-là et qui a marqué les esprits. Et cette couche d'ozone actuellement, on peut dire qu'elle est stabilisée. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des effets négatifs. On s'est rendu compte que c'était des gaz émis par l'activité humaine qui avaient un impact sur la couche d'ozone. Et des actions ont été prises. Maintenant, on peut dire qu'elle est stabilisée. Alors, elle est stabilisée, mais se crée chaque année, à peu près à cette période, en septembre, un trou au-dessus de la couche d'ozone. Effectivement. Au-dessus de l'Antarctique? Oui, pardon. Dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, excusez-moi, qui est quand même très important. Il a été particulièrement important, il a atteint son maximum pendant une journée en septembre 2006. Et ça faisait 30 millions de kilomètres carrés à cette date-là. Donc, qui représente à peu près 60 fois la France. Voilà, c'est ça. Et on peut citer par exemple la superficie de l'Antarctique qui est de 14 millions de kilomètres carrés. Donc vous voyez, ça dépassait largement cette surface-là. Donc ça c'était 2006, là nous sommes en 2010, vous disiez septembre-octobre, donc c'est en ce moment. Oui. Alors on n'a pas encore les nouvelles mesures de cette année, mais l'année dernière, est-ce que le trou était encore important? Le trou était important. Alors il faut savoir que d'une année sur l'autre, ça se modifie à cause des conditions climatiques stratosphériques justement, et notamment de l'hiver austral, c'est-à-dire qui se passe au moment de l'été pour nous. S'il est chaud comme cette année,
ou en tout cas d'où le trou dans la couche d'ozone ne devient pas aussi important que dans d'autres conditions. Donc en fait cette année, on peut penser qu'il est sur la fourchette basse. Actuellement, j'ai regardé justement récemment, il est à peu près à 15 millions de kilomètres carrés. C'est quand même énorme, mais c'est la moitié de son maximum. Alors il faut savoir que ça va continuer à augmenter durant le mois et que c'est justement la deuxième partie de septembre que les maximums le trou le plus important est créé. Et l'année dernière, vous me demandiez, ça a été des années, je dirais, dans la moyenne, entre 24 et 25 millions de kilomètres carrés. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça ne dépasse plus 30 millions de kilomètres carrés, c'est pour ça qu'on parle de stabilisation. Voilà. Dans le long terme, quand on regarde sur plusieurs années, on voit que la tendance est à une stabilisation et les experts scientifiques font des prévisions justement sur les prochaines décennies et font des prévisions. Alors, le problème est avec nous pour longtemps encore, mais on peut penser que d'ici la moitié du siècle, vers 2050, les niveaux pré-1980 sont retrouvés. Attendre 2070 pour être sûr que toute la mobilisation qui s'est mise en place pour éliminer les gaz qui étaient responsables de la création de ce trou dans la couche d'ozone soit efficace. Oui, alors il faut savoir que la récupération ne se fera pas à la même vitesse selon les latitudes. C'est-à-dire qu'à les latitudes intermédiaires, je dirais tempérées, la récupération de la couche d'ozone se fera plus tôt qu'au-dessus de l'Antarctique. La date effectivement de 2070, c'est pour la récupération au-dessus de l'Antarctique et on n'est même pas certain que... Bien sûr, à ces dates-là, on n'est jamais certain, mais on n'est pas certain qu'elle se reconstituera pleinement. Oui, parce que juste rapidement, quand on parle du trou au-dessus de l'Antarctique, en fait, c'est globalement, là c'est la partie la plus visible, mais globalement, au niveau de quasiment toute la planète, la couche d'ozone était affectée. Oui, oui, tout à fait. Il y a un amincissement de cette couche d'ozone. Alors, quels sont les liens entre la couche d'ozone et les changements climatiques ? Alors, c'est en fait deux processus qui sont distincts, différents. Quelquefois, on les confond et en même temps, ils sont assez faciles à comprendre. La couche d'ozone qui effectivement est percée à certains endroits, pour simplifier. Par contre, le réchauffement climatique, c'est l'accumulation de gaz également émis par l'activité humaine et qui crée cet effet comme si on se trouvait dans une serre. Donc, on voit ces deux processus différents. En quoi ils sont liés? Notamment parce qu'en fait, les gaz dangereux pour la couche d'ozone sont également des gaz qui contribuent au réchauffement climatique. Donc, on ne les a pas cités, mais par exemple, les chlorofluorocarbures sont les plus connus, ceux qui sont utilisés par exemple dans la réfrigération. Les CFC. Voilà, les CFC ou appelés fréons également. Et donc ces CFC ont un pouvoir, pour certains, pour tous, ont un pouvoir de réchauffement climatique très élevé. On dit 10 000 fois supérieur au dioxyde de carbone. Jusqu'à 10 000 fois, effectivement. Certains CFC, d'autres sont 5 000 fois plus, mais effectivement, ça va jusqu'à 10 000 fois pour le plus fréquent des CFC, qui est le CFC 12, utilisé dans les réfrigérateurs, par exemple. Et effectivement, donc en fait, on a fait d'une pierre deux coups avec le protocole de Montréal, en se fixant comme objectif cette réduction et cette élimination des CFC. On a également contribué à retarder finalement le réchauffement climatique planétaire. On peut dire, en fait, sur les CFC, ça a eu un impact retardé de 12 ans à peu près. On a fait cette estimation. Donc vous voyez, c'est important. C'est important aussi parce que au moment où on choisit les gaz de remplacement de ces CFC, on a plusieurs options et les options n'ont pas le même impact sur le climat. Donc on a notamment dans une première phase transitoire utilisé des HCFC, donc des hydrochlorofluorocarbures, qui ont un impact sur l'ozone beaucoup plus faible que les CFC. C'est pour ça qu'on dit que c'est des substances de transition. Mais qui ont un impact sur le climat. Voilà, également. Donc en fait, en 2007, les pays ont décidé d'accélérer également la suppression des HCFC, aussi bien les pays développés que les pays en développement. Donc ça veut dire qu'il faut trouver encore des nouveaux produits pour faire marcher les climatisations, les réfrigérateurs, etc. Et donc le fait d'être dans l'innovation sur ce matériel-là fait que l'on peut économiser de l'énergie. Voilà. Et donc c'est bon pour le climat. Oui. Les deux impacts sont importants, c'est-à-dire choisir des substances de remplacement qui, en elles-mêmes, intrinsèquement, ont un pouvoir de réchauffement plus faible que d'autres. Alors, elles existent déjà, on a des solutions de remplacement, mais elles n'ont pas toutes le même impact. Et puis, comme vous le dites, en changeant d'équipement, choisir un équipement qui a plus d'efficacité énergétique. Et ça, c'est un point essentiel.